Est-ce que cette fois-ci, Donald Trump a le plein pouvoir entre ses mains? Henri Désiré Nzouzi. Ou pas Trump, nous avons de toute façon acté le fait que la géopolitique mondiale est fragmentée, fracturée, et que de nombreuses recompositions sont en gestation, puisque aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère du multi-alignement. Et surtout, qui mettra la main dans la poche pour soutenir les efforts des pays pauvres? Cette nouvelle édition de la COP 29 en Azerbaïdjan ne risque pas de déboucher sur des recommandations, je dirais, révolutionnaires. Comment expliquez-vous le succès de la première édition? Ce qui a été le cas, puisque avant la tenue même de ce dîner, j'ai organisé un networking auquel participaient certains des nominés. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a été réélu président des États-Unis d'Amérique, 47e président. Allemagne, Olaf Scholz a limogé son ministre de Finances et la coalition vole en miettes. Vous avez Macron lors du sommet de la politique européenne qui dit que l'Europe ne doit pas être des herbivores, ils doivent être des carnivores. COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, l'absence du Brésil, de la Chine, des États-Unis et de la France. Est-ce que les promesses sur le climat tiendront toujours? Nous allons parler du dîner diplomatique, économique, d'affaires en République démocratique du Congo. Et tout ça avec notre intervenant depuis Dakar au Sénégal, Henri Désiré Nzouzi, que je m'avais salué. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonsoir, bonjour. Merci infiniment de m'accueillir. C'est un plaisir. Henri Désiré Nzouzi, dernièrement, nous étions avec vous au 79e sommet des Nations Unies à New York. Cette fois-ci, vous êtes à Dakar. Pour quel objectif êtes-vous à Dakar, au Sénégal? L'objectif est très simple. Je suis à Dakar pour participer à la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Il faut savoir que c'est depuis 1990 que le Sénégal abrite cette rencontre qui aujourd'hui fait autorité dans le domaine de l'art et des industries culturelles et artistique. Le Sénégal qui s'est toujours positionné dans les expressions artistiques. Et cette année, eh bien, pour cette 15e édition, le thème général, c'est tout simplement l'éveil. Une manière pour les organisateurs de pouvoir précisément s'intéresser aux défis auxquels font face les artistes en général. On peut parler de la justice sociale, de l'environnement, de l'identité culturelle, avec évidemment en toile de fond les différentes expressions artistiques. Beaucoup de pays qui sont représentés, 58 artistes mis à l'honneur et un focus particulier notamment sur les afro-descendants américains. Une manière de pouvoir tout simplement réconcilier à la fois le présent, le passé et dans une certaine mesure l'avenir. Et donc pour moi c'était important de venir ici pour précisément participer à ce moment très important, car vous savez ce que l'on dit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Nous sommes dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique et Dakar au Sénégal, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi.
De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Dakar au Sénégal et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi pour ce débriefing du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous commençons directement nos échanges. Donald Trump a été réélu. Comment cela est arrivé avec tous les sondages qui donnaient un vert à Kamala Harris, son challenger? Et plus long encore, lors de son premier mandat, il n'avait pas le plein pouvoir. Est-ce que cette fois-ci, Donald Trump a le plein pouvoir entre ses mains? Henri Désiré Nzouzi. Alors, vous savez, il y a tellement de choses à dire sur cette réélection, je ne dirais pas surprise, hein, parce que je pense qu'en analysant les choses de manière un peu froide, on peut effectivement déceler dans la campagne de Kamala Harris des erreurs à la fois techniques et psychologiques qui ont été commises. Mais commençons par le commencement. Vous l'avez rappelé, Donald Trump vient d'être réélu pour un deuxième mandat non consécutif, parce qu'effectivement, vous le savez, en 2020, il a été défait par Joe Biden. C'était donc la troisième et vraisemblablement dernière campagne électorale de Donald Trump. Et vous aurez noté au passage que les deux campagnes victorieuses, eh bien, se sont faites face à des femmes. En 2016, c'était Hillary Clinton et en 2024, c'était Kamala Harris, des femmes compétentes, des femmes fortes qui ont fait la démonstration de leur capacité à diriger le pays, mais qui, malheureusement, ont été battus. En 2016, Hillary Clinton avait obtenu les suffrages populaires et elle avait beaucoup plus de voix que Donald Trump, en dépit du fait que Donald Trump l'avait emporté. En 2024, c'est tout à fait autre chose à laquelle on a assisté, puisque Donald Trump l'a emporté aussi bien pour les suffrages populaires, mais également en décrochant tout simplement le grand chelem, en mettant dans son escarcelle tous les swing states. Maintenant, si vous voulez que l'on aborde la question de fond, je dirais que pour schématiser les choses, Kamala Harris s'est davantage adressée aux communautés et aux minorités durant sa campagne, tandis que Donald Trump s'est adressé aux Américains. Il a dit ce que voulait entendre une frange importante de l'électorat, toute race confondue, tout sexe confondu, toute confession confondue, là où je pense Kamala Harris a plutôt mené une campagne beaucoup plus élitiste, fondée sur à la fois les valeurs, les questions sociétales, alors qu'une partie des Américains était en demande d'un discours volontaire pour précisément créer les conditions d'une nouvelle, je dirais, espérance, chose que Trump a pu faire profiter durant sa campagne en dépit des excès du personnage. Vous aurez également noté que les affaires judiciaires n'ont eu que très peu d'impact sur le résultat et vous aurez aussi constaté que certaines minorités ont apporté leur suffrage à Donald Trump, les latinos notamment, dans des proportions jusqu'ici inégalées, mais aussi les afro-américains, qui, pour certains, en avaient un peu marre du discours notamment culpabilisant tenu par Barack Obama, qui, à un moment donné de la campagne, a estimé que ceux qui ne voteraient pas pour Kamala seraient des traîtres. Ce ne sont pas des manières de faire, et je pense que le message a été reçu 5 sur 5 par les électeurs. Aujourd'hui, nous verrons comment les choses s'articuleront. Il est vrai que, contrairement à 2016, Donald Trump a un Sénat qui lui est acquis, puisque les républicains sont majoritaires. Au niveau de la Chambre des représentants, c'est beaucoup plus équilibré, mais il n'empêche qu'il aura véritablement les coups des franches pour mener à bien ces réformes. Ceci dit, il faut être très prudent, car vous le savez, dans 2 ans, nous aurons les élections de mi-mandat et traditionnellement, le président élu est généralement battu lors de l'élection qui suit son élection. Donc, il faudra être effectivement attentif à cela. Mais pour conclure, je vous dirais tout simplement que les Américains ont voté pour un renouveau, pour une Amérique qui se replie davantage sur elle-même et qui n'a plus les moyens de jouer aux gendarmes du monde. Henri Désiré Nzouzi, en quoi la réélection de Donald Trump pourrait-elle affecter la diplomatie internationale vis-à-vis de l'Union européenne ou de l'OTAN? Vous savez, le premier mandat de Donald Trump entre 2016 et 2020 était plutôt tendu.
avec les Européens, de manière générale, il y a eu bien évidemment le fait que Trump ait reproché aux pays européens de ne pas suffisamment contribuer pour la sécurité collective. On pense évidemment à l'OTAN, et l'Amérique se rend compte en fait que depuis 1949, il faut bien le rappeler, année de création de l'OTAN, c'est elle qui a mis la main à la poche, tandis que la plupart des pays européens, au-delà de l'élargissement qui s'est opéré année après année, étaient dans une sorte de rente sécuritaire, profitant du bouclier américain pour se prémunir contre les risques extérieurs. Cette époque est révolue et on voit la détermination de Donald Trump qui, tout au long de sa campagne, a martelé le fait qu'il était temps que les Américains pensent d'abord à eux et que par conséquent, ce qui est dépensé, pas en pure perte, mais qui, d'une certaine manière, contribue à la sécurisation collective du monde, pourrait être utilisé beaucoup plus judicieusement pour améliorer le quotidien des Américains. Et c'est cette frange de la population américaine vis-à-vis de laquelle Donald Trump s'est adressé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que vous avez à la tête des États-Unis un président qui est de culture entrepreneuriale, c'est-à-dire que avec lui, on est dans la transaction permanente, on est dans le marchandage, on est effectivement dans des discussions où le rapport de force est souvent déterminant, et par conséquent, si vous n'avez rien à mettre sur la table, eh bien, passez votre chemin. Et donc l'Amérique, aujourd'hui, je parle de l'Amérique de Trump, jugera ses partenariats à l'aune de ses propres intérêts. Ça veut dire que si vous voulez que nous cheminions ensemble, il faut que vous soyez en capacité de m'apporter quelque chose d'autre que je n'ai pas. Et à ce petit jeu-là, il faut bien le dire, beaucoup de pays partent avec un certain handicap. Je ne vous parle même pas du continent africain qui, aujourd'hui, est dans l'expectative, dans l'interrogation, pour savoir comment est-ce que Trump conçoit les relations des États-Unis avec notamment le Sud global. Est-ce que, parlant de l'Afrique, peut-on compter d'une stabilisation, notamment dans les crises, par exemple dans la région du Grand Lac, suite à la réélection de Donald Trump? Vous savez, il y a une figure de style très commune que l'on entend souvent. On dit que traditionnellement, les démocrates sont pro-rwandais et que les républicains avaient une forme de, disons, de neutralité de bonne loi. Mais c'est oublier une chose fondamentale, c'est que les États n'ont que des intérêts. Que vous ayez des démocrates ou des républicains, seul compte l'intérêt des États-Unis. Il est vrai, à certaines périodes de l'histoire, on a pu effectivement assister à des inflexions selon la nature ou la couleur politique du locataire de la Maison-Blanche, mais il est vrai qu'avec ce souci de recentrage à l'intérieur de Donald Trump, il y aura vraisemblablement beaucoup moins d'interventionnisme dans les affaires du monde. C'est beaucoup trop tôt, prématuré, de juger, de préempter ou de présumer sur ce que pourrait être l'attitude des États-Unis dans le traitement et la gestion du dossier de la crise qui secoue l'Est de notre pays. Les Américains n'ont que des intérêts, et encore une fois, si les États-Unis ont des priorités aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les deux priorités les plus importantes au niveau sécuritaire, c'est bien évidemment l'Ukraine et la situation au Proche-Orient, singulièrement Gaza et le Liban. Et au niveau commercial, bien évidemment, ça va être pour les 4 prochaines années une lutte au couteau entre, d'une part, les États-Unis et la Chine, bref, entre deux pays qui souhaitent précisément préserver une forme de leadership dans la marche du monde en ce qui concerne les affaires économiques. Mais pour le reste, il faudra véritablement être attentif aux équilibres tels qu'ils apparaîtront. N'oublions pas non plus l'activisme de certains blocs. On pense évidemment aux BRICS, même s'ils ne sont pas toujours d'accord sur l'analyse des situations, compte tenu du fait que en interne, les différents membres sont dans des rivalités extrêmement marquées. Vous avez d'une part la Chine et l'Inde, il y a une forme de leadership à leur niveau. Vous avez aussi
l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont tous les deux membres des BRICS. Et puis vous avez, selon évidemment la nature du problème, des approches qui sont sensiblement différentes. Les Sud-Africains qui ont été extrêmement à l'offensive par rapport au dossier de Gaza, mais qui n'ont pas forcément la même perception des choses s'agissant de ce qui se passe en Ukraine. Donc on verra, parce qu'en réalité, Trump ou pas Trump, nous avons de toute façon acté le fait que la géopolitique mondiale est fragmentée, fracturée, et que de nombreuses recompositions sont en gestation, puisque aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère du multi-alignement. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en connexion entre Dakar au Sénégal et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, qui est expert en diplomatie internationale, qui est le producteur associé du JT Diplomatique. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Dakar au Sénégal et le Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Henri Désiré Nzouzi, nous sommes en Allemagne. L'Allemagne en Europe est un moteur considéré comme une stabilité exemplaire des États de l'Union européenne. Mais cette fois-ci, après 3 ans, la coalition vole en éclats, surtout par la dernière sortie médiatique du chancelier qui a limogé son ministre des Finances. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquez-vous cette situation au sein de la coalition allemande? Je crois qu'une des premières leçons que l'on peut tirer de cet épisode, c'est que l'expérience des coalitions montre ses limites dès lors que vous avez des attelages hétéroclites qui parviennent dans un premier temps à obtenir une majorité, mais qui ont visiblement du mal à additionner des programmes électoraux qui, dans la réalité, ne sont pas toujours compatibles. Et on voit souvent que c'est sur les questions économiques, les questions environnementales, les questions de société que se fragmente, se fracture ce type de majorité. Traditionnellement, les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus ouverts à ce type de coalition. Vous avez bien évidemment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, les pays du Nord comme la Suède, mais on voit aussi maintenant, depuis quelques années, une montée en puissance de l'extrême droite, puisque vous avez des thèmes qui ne sont pas toujours, je dirais, mis en avant par les familles écologistes, libérales ou sociodémocrates qui font le pari de concourir pour une élection en vue d'obtenir un certain résultat. Ce qui a fait défaut au chancelier allemand, c'est bien évidemment la capacité à pouvoir mener une politique économique cohérente lorsque vous avez dans l'attelage gouvernemental des gens qui sont pour davantage de protection sociale et qui... Dans le même cas, vous avez des gens qui sont plus pour davantage de dérégulation économique ou pour davantage de privatisation. Et on voit très bien qu'il y a un vrai dilemme entre ces différentes options. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Alors, il est de coutume, lorsque nous sommes confrontés à ce type de situation en Allemagne, que pour s'assurer qu'effectivement le vote de confiance pourrait être effectivement
négatif pour le gouvernement sortant. Si, comme le souhaite le chancelier, il y a un vote de confiance pour au plus tard le 15 janvier, eh bien, il y aura des élections. Le président allemand aura 21 jours pour effectivement acter le fait qu'il faille précisément aller dans cette direction. Et une fois le vote de confiance confirmé, c'est-à-dire une fois que la confiance ne sera pas, je dirais, accordée au gouvernement, eh bien, il y aura 60 jours ouvrables pour l'organisation du scrutin. Et à ce petit jeu-là, je pense que les Allemands devraient se rendre aux urnes au plus tôt au mois de mars 2025. Cet épisode tombe au plus mauvais moment. Je rappelle que l'Allemagne, à l'heure actuelle, au niveau de l'Union européenne, est le plus gros contributeur, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Le président allemand, qui peut-être pour des raisons symboliques pourra se rendre en Azerbaïdjan, mais en tout cas, le chancelier allemand n'ira pas, puisque la crise politique qui secoue son pays lui interdit justement de pouvoir se rendre à l'international pour de tels rendez-vous. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous l'avez effleuré, cette 29e COP sera vraiment une COP à minima, puisque les acteurs majeurs ne seront pas de la partie. Mais pour revenir en Allemagne, si vous le permettez, nous entrons dans une zone de très grande incertitude, car je rappelle que l'AfD, qui est l'extrême droite allemande, a remporté bon nombre d'élections locales ces derniers mois, et l'idée même de voir arriver au niveau fédéral un tel parti pourrait évidemment alimenter de funestes souvenirs. Suivez mon regard. Lors du sommet de politique de l'Union européenne, Emmanuel Macron s'est retrouvé face à ses pairs. Il a interpellé l'Union européenne à devenir une force, parce qu'ils ne doivent pas être des herbivores, ils doivent devenir des carnivores. Faire face à la Russie, aux États-Unis et à la Chine, sans être une puissance, à chaque fois, l'Europe sera influencée. Quelle lecture faites-vous de cette sortie médiatique après la réélection de Donald Trump? Alors, ce qu'il faut d'emblée rappeler, c'est que dans son propos, Emmanuel Macron a plutôt appelé les Européens à être des omnivores, c'est-à-dire qu'ils aient la capacité d'être à la fois des carnivores et des herbivores, et donc ils sont obligés de s'adapter à la situation actuelle. Aujourd'hui, on le voit, les Russes ne font aucun cadeau aux Européens. Je ne vous parle même pas des Chinois sur le plan commercial. Aujourd'hui, Donald Trump va probablement exercer une forme de chantage sur la sécurité collective, et l'appel d'Emmanuel Macron, c'est ni plus ni moins un appel à davantage de cohérence, car je l'ai dit tout à l'heure en introduction, beaucoup de pays européens vivent dans une sorte de rente sécuritaire. Or, cette époque est désormais révolue pour deux raisons. La première, c'est que vous avez au sein de l'Union européenne des lignes de fracture entre les atlantistes, historiques, on les connaît, hein, les Belges, les Espagnols, les Portugais, les Français. Et puis vous avez des pays qui ont plutôt une approche plutôt multicarte avec l'OTAN, et qui leur donne cette possibilité de pouvoir négocier en bilatéral certains avantages, certaines conventions en dehors du cadre de la sécurité dite collective. Aujourd'hui, Trump est tout à fait conscient du fait qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des difficultés à s'accorder sur une ligne qui se veut à la fois claire et cohérente, et il va vraisemblablement jouer là-dessus pour, je dirais, réduire le niveau d'intervention des États-Unis dans l'enveloppe globale de cette sécurité collective. Il y a de cela quelques mois, Emmanuel Macron, dans un discours resté célèbre, n'excluait pas la possibilité de pouvoir élargir le parapluie nucléaire français à l'Europe, une manière de prendre une forme de leadership sur un continent qui, aujourd'hui, sait qu'il ne peut plus compter sur les États-Unis, comme ce fut le cas dans le passé. Il y a aussi le fait que la situation en Ukraine, dont nous n'avons pas encore les tout derniers développements, pourrait effectivement dégénérer, parce que dès lors que
Vladimir Poutine a ses appétits, rien n'indique que même en cas d'accord au forceps avec l'Ukraine, il ne puisse pas jeter son dévolu sur la Moldavie, la Géorgie, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Donc on est vraiment dans une incertitude totale. On verra comment les choses s'articuleront, mais il faut bien comprendre que grande sera la tentation pour les pays européens de se désolidariser de la ligne qui pourrait être, je dirais, collective pour essayer d'obtenir en bilatéral un certain nombre d'avantages avec les États-Unis. Et je pense que ce talon d'Achille qui colle la peau des Européens n'est pas prêt de s'arrêter et les Américains, en l'occurrence Donald Trump, aura beau jeu de jouer sur les divisions apparentes des Européens sur ces questions régaliennes et importantes. La COP29 a débuté ce lundi 11 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Déjà, le lieu des assises est mitigé, producteurs de pétrole, ainsi de suite. Et puis, ce sommet des engagements par rapport au climat, la France est absent, les États-Unis n'est pas représenté, le Brésil, la Chine, l'Allemagne. Est-ce que les engagements pris pour pouvoir changer la tendance par rapport à la baisse du réchauffement climatique tiendra la route? Et surtout, qui mettra la main dans la poche pour soutenir les efforts des pays pauvres, tels que les pays en Afrique, qui participent à équilibrer le climat dans le monde? Henri Désiré Nzusi. Alors, on ne va pas se mentir, hein, depuis la COP 26 à Glasgow et la COP 27 en Égypte, la conférence des parties, qui est en fait la convention cadre des Nations Unies pour le climat, a du plomb dans l'aile. Il y a beaucoup d'engagements qui avaient été pris lors de la fameuse COP de Paris, qui avait scellé d'une certaine manière ce fameux pacte mondial pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre, de belles intentions, de belles paroles qui aujourd'hui sont, il faut bien le dire, restées lettres mortes. Alors, vous avez plusieurs acteurs. Vous avez d'abord un continent africain qui, en réalité, ne représente que 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, et donc un continent qui est encore vierge en la matière. Vous avez une spécificité au sein du continent africain. Vous avez un pays, en l'occurrence la RDC, qui s'est déclaré volontiers pays solution, précisément lors de la COP 26 à Glasgow, puisque la RDC, on le sait, a une empreinte carbone négative, c'est-à-dire que la RDC absorbe beaucoup plus de CO2 qu'il n'en émet, et vous avez un certain nombre de promesses qui ont été faites et qui n'ont jamais été suivies d'effet. Je me souviens, lors d'une émission que j'avais faite il y a de cela 2 ans, j'expliquais en fait que la crise de la Covid-19 avait à elle seule remis en cause un certain nombre d'engagements pris aussi bien à la COP de Paris et toutes les COP qui se sont suivies, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a fallu réaffecter des moyens dans, je dirais, des priorités qui n'avaient pas été, je dirais, prévues. Il est vrai que cette crise de la Covid-19 a pris tout le monde de court. On en a vu les effets négatifs et les dégâts, mais il fallait tout de même apporter une réponse. Il y a eu, de la part de certains pays, notamment du Nord, une démarche plutôt volontaire pour essayer de maintenir un certain nombre de dispositifs qui permettaient aux pays africains de passer soit de l'adaptation à l'atténuation, c'est-à-dire que les objectifs étaient plutôt minimaux et on allait plutôt se concentrer sur la capacité à réduire les effets désastreux du dérèglement climatique avec des politiques volontaristes qui permettaient justement à ces pays de faire face à ces différentes difficultés. Mais aujourd'hui, force est de constater que parmi les absents que vous citez, vous avez les 2 plus gros pollueurs de la planète, en l'occurrence les États-Unis et la Chine. Vous avez le premier poumon en termes, je dirais, de forêt. Vous avez donc le Brésil. Vous avez la France et l'Allemagne qui sont des pays pionniers en matière de protection environnementale qui ne seront pas présents non plus. On peut effectivement se poser la question de savoir si
Bakou mérite d'être néanmoins tenu. Cela étant, il y a néanmoins des politiques qui ont été prévues et qui seront au cas par cas affectées selon les urgences et selon les priorités. Mais il reste qu'aujourd'hui, même sur cette question, vous avez une Afrique qui est en demande, mais qui est totalement incapable de parler d'une seule voix dans ses assises, puisque vous avez effectivement des approches totalement différentes, et vous avez aussi de la part des pays pollueurs une approche qui se veut à la fois cynique et pragmatique, qui consiste à aller vers ces pays africains individuellement, en échange de certaines enveloppes budgétaires importantes, eh bien, c'est de pouvoir, je dirais, laisser passer un certain nombre de choses qui, sur le court et moyen terme, affectent durablement l'écosystème africain. On le voit, cette nouvelle édition de la COP 29 en Azerbaïdjan ne risque pas de déboucher sur des recommandations, je dirais, révolutionnaires. On va essayer de faire un inventaire de ce qui a été promis et essayer de mettre en œuvre ce qui peut l'être. L'Azerbaïdjan, pays pétrolier, effectivement, vous l'avez évoqué, mais c'est aussi pour le pays qui accueille la COP29 une formidable opération de communication. On ne va pas se mentir. Et donc, de ce point de vue-là, l'Azerbaïdjan ne fait qu'emboîter le pas à d'autres pays qui, sans forcément, je dirais, s'engager de manière sincère dans la durée, prennent tout simplement acte pour accueillir un moment aussi important. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas et Dakar au Sénégal, où nous recevons Henri Désiré Nzouzi, qui est le producteur associé du JT diplomatique ainsi que spécialiste en diplomatie internationale. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Dakar au Sénégal et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler d'Israël. L'armée israélienne est dans plusieurs théâtres d'action militaire. Il est au Liban, en Iran, en Syrie, en Palestine. Est-ce que cette intensification des actions militaires israéliennes peut déboucher à une solution, ou bien nous sommes là face à une situation sans issue? Henri Désiré Nzouzi. Si vous remarquez, depuis le 7 octobre 2023, ce conflit a connu des soubresauts multiples et variés. Dans un premier temps, vous aviez notamment un soutien ferme de l'opinion publique nationale et internationale derrière le gouvernement israélien. Mais lorsque les premières ripostes sont arrivées et qu'elles ont montré leur caractère disproportionné, il y a eu au niveau de la communauté internationale un retournement de l'opinion qui s'est faite contre les options levées par Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui, nous sommes au moment où l'intensification se fait la plus grande. Paradoxalement, au niveau interne en Israël, vous avez un regain de popularité de Benyamin Netanyahou qui correspond plus ou moins avec la réélection de Donald Trump, qui n'a jamais caché
son attachement à l'État hébreu et surtout le soutien indéfectible des États-Unis. Et vous avez effectivement dans cette guerre existentielle pour les Israéliens, il faut bien le dire, les Israéliens en fait se battent pour leur survie en tant que nation, pour leur survie en tant que peuple, en tant qu'entité, au cœur d'une région, d'un dispositif qui leur est totalement hostile, voire défavorable. Et donc, par rapport à cela, par rapport à ce droit légitime d'Israël à se défendre et par rapport à la nécessaire prise en compte des aspirations du peuple palestinien, vous avez ce jeu d'équilibre qui se fait en fonction des enjeux, des circonstances. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons véritablement à, je dirais, une internationalisation du conflit. Vous avez évoqué l'Iran, puisque les frappes iraniennes ont donné lieu à des répliques israéliennes, certes timides mais ciblées. Vous avez aujourd'hui le Sud-Liban, mais le Liban tout court, qui fait l'objet aussi de cibles, en tout cas d'attaques israéliennes pour essayer de réduire à néant les dernières poches de résistance du Hezbollah. Et puis vous avez évidemment la situation à Gaza qui n'en finit pas d'être dramatique, puisque au-delà de l'exécution ciblée des principaux responsables du Hamas, vous avez quand même une volonté israélienne d'en finir une fois pour toutes. Malheureusement, et c'est là que nous entrons dans l'inextricable, l'idéologie du Hamas survivra au Hamas, donc ça veut dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets dans 10, 15 ou 20 ans. Ce seront les enfants de Sinoir, ce seront les enfants d'Aniyeh, ce seront les enfants de Nasrallah qui prendront le relais. La solution la plus cohérente, me semble-t-il, elle est largement partagée à l'international, c'est une solution à deux États, mais du point de vue israélien, cette solution n'offre aucune garantie de sécurité, tant que nous aurons effectivement dans les deux camps des gens qui sont davantage pour les colonisations, pour davantage de militarisation de certaines zones, et de l'autre, vous avez ceux qui prônent ouvertement la disparition d'Israël. Donc, à l'heure actuelle, c'est une situation inextricable. Il faudra véritablement déployer des trésors d'imagination pour y arriver. Une des étapes qui avait été franchie en 2020, et c'est un paradoxe puisque c'est à l'époque de de Donald Trump, ça a été les fameux accords d'Abraham qui ont permis à certains pays arabes de, disons, entrer dans une forme de détente avec Israël. Mais il est vrai que ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et la réaction qui s'en est suivie a d'une certaine manière remis en cause la pertinence de ces accords, mais en associant un maximum de pays arabes à la recherche d'une solution durable, en essayant de concilier les points de vue les plus raisonnables, on pourrait éventuellement arriver à cette solution. Mais nous sommes entrés maintenant dans une ère où les pays arabes se regardent en chien de faïence. Je rappelle pour ceux qui nous suivent qu'en 1979, lorsque l'Égypte signe les accords de Camp David, on s'en souvient, Menahem Begin et Anwar el-Sadat, eh bien, de 1979 à 1989, eh bien, l'Égypte est exclue de la Ligue arabe. Donc on voit très bien la difficulté pour les pays arabes de se montrer accommodants avec l'État hébreu. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler de la Russie. La Corée du Nord est appelée en renfort et elle est même en Ukraine. Est-ce que l'escalade prend une autre dimension en associant un pays tel que celui du leader nord-coréen qui est capable de tout et de rien à la fois? Il y a un responsable politique russe qui a déclaré il y a de cela quelques semaines qu'un pays doté ne peut pas perdre la guerre. Ce que l'on entend par pays doté, c'est tout simplement un pays qui est doté de la capacité nucléaire. C'est vrai que sur le papier, lorsque vous disposez d'une telle arme, vous ne pouvez pas perdre une guerre dès lors que vous envisagez de l'utiliser. Or, ce que nous enseigne cette guerre en Ukraine depuis maintenant 2022, je rappelle qu'en février prochain, nous serons dans la troisième année, c'est que lorsque vous utilisez des moyens conventionnels, et je parle évidemment de la Russie, vous pouvez vous heurter à une très très forte résistance. Et de ce point de vue-là, on a même pu voir apparaître les défaillances, les vulnérabilités d'une armée russe vieillissante qui ne peut
que brandir la menace nucléaire dans l'utilisation notamment d'armes tactiques, hein, qui sont en règle générale délimitées sur le terrain militaire, puisque pour le reste, les opérations spéciales avec les commandos ont montré leurs limites. En faisant appel à des militaires nord-coréens, la Russie ne fait que confirmer ce que nous savions déjà, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui en incapacité sur le terrain conventionnel de gagner cette guerre. Et donc, en faisant de la Corée du Nord un belligérant dans ce conflit, la Russie, malheureusement, joue un jeu potentiellement dangereux. Parce que jusqu'ici, vous aviez chez les Occidentaux des réserves extrêmement fortes qui étaient exprimées, notamment sur l'utilisation d'armes sur le territoire russe, des armes en provenance de l'Occident, puisque les Russes avaient déjà estimé que si de telles armes devaient tomber sur leur territoire, eh bien, ils considéreraient les pays occidentaux comme des co-belligérants. Aujourd'hui, avec l'arrivée, ou en tout cas la présence avérée, semble-t-il, de troupes nord-coréennes, nous franchissons un pas supplémentaire. Après l'utilisation des drones iraniens, vous avez maintenant des troupes au sol qui viennent de Corée du Nord. Je ne connais pas la nature du deal entre la Russie et la Corée du Nord, mais on peut deviner que, en échange de cette intervention ou de cette participation, les Russes pourront aider les Nord-Coréens à pouvoir améliorer qualitativement leur disons, nucléarisation, en tout cas l'accès à l'arme nucléaire, puisque c'est déjà le cas. Ils ont une cinquantaine d'ogives, semble-t-il, reconnues par différentes instances internationales, mais je pense que la contrepartie devrait se faire à ce niveau-là, avec un accroissement des capacités nucléaires de la Corée du Nord, en échange d'un apport en hommes et en matériel dans cette guerre en Ukraine. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno envisage de retirer le Tchad de la force mixte multinationale, déplorant le manque de soutien des autres pays pour protéger le Tchad face aux menaces. Comment décrivez-vous cette situation après l'offensive de l'armée tchadienne au lac Tchad? Écoutez, c'est un peu comme quand Donald Trump menace de retirer son soutien ou de réduire sa participation à l'OTAN tant que les pays européens n'auront pas mis la main à la poche. Vous avez effectivement des pays qui sont dans une sorte de rente sécuritaire, qui laissent faire les autres et qui ne prennent aucun risque. Et ça, c'est totalement inacceptable. Le risque doit être partagé, l'effort doit être collectif et on doit effectivement se fixer des objectifs communs. Si vous en avez qui jouent en solo ou qui lorgnent vers d'autres sujets de préoccupation, là, nous avons effectivement un problème. Je note par ailleurs que le Tchad est probablement l'un des pays les plus puissants militairement dans cette zone et que même au plus fort du G5 Sahel, eh bien, le Tchad avait démontré sa capacité, son expérience dans un certain nombre d'opérations. Si le Tchad devait mettre à exécution sa menace, cela porterait un coup extrêmement important au dispositif qui a été mis en place. Et ça montre une fois de plus la difficulté pour les Africains de se mettre ensemble dans de tels dispositifs, parce que la question de financement s'est toujours posée et vous avez toujours la même architecture qui se dessine. C'est-à-dire que les pays africains entre eux ont déjà du mal à réunir les fonds nécessaires et vous avez comme ça des pays européens ou d'autres qui mettent la main à la poche pour soutenir cet effort-là. Ce n'est pas normal. Je pense que l'Afrique gagnerait en crédibilité en créant elle-même les conditions de son réarmement, en tout cas en mettant en place des dispositifs qui puissent être pérennes, un peu à l'image de ce qui s'est fait dans les années 90 avec ECOMOG, qui était en fait la branche armée de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il faut que les Africains puissent prendre la pleine mesure des difficultés qui se présentent à eux et surtout de créer les conditions de davantage de cohérence, de coordination et de mise en œuvre de politiques de sécurité collective. Pouvons-nous dire actuellement que la situation en Somalie est un cas désespéré, pas de solution, des populations déplacées, des crimes contre l'humanité, des armées qui s'affrontent et vous avez même des milices? Comment la communauté internationale n'arrive pas à proposer une solution, même trouver ne fût-ce qu'une trêve entre les belligérants dans cette situation? Le problème de la Somalie, c'est que c'est une construction étatique avortée.
c'est-à-dire qu'on est passé du statut de proto-État à cette situation-là, c'est-à-dire que les éléments constitutifs de l'État ne sont pas réunis, mais vous avez des factions rivales qui s'affrontent pour l'exercice du pouvoir. On est un peu dans le même cas de figure à l'heure actuelle au Soudan, avec cette lutte entre ces deux généraux, une lutte totalement surréaliste, mais qui a son cortège et son lot de morts. Pour la Somalie, c'est un vieux problème récurrent. Et si vous ajoutez, en plus de ces factions rivales, vous avez le phénomène Al-Shabaab, vous avez un cocktail explosif avec des enjeux qui sont totalement différents, multiples et variés. Vous avez des acteurs internationaux et régionaux qui ont un intérêt certain à ce que cette situation perdure, et vous avez en arrière-plan des calculs géopolitiques et stratégiques, puisque, on ne va pas se mentir, vous avez tout ce qui concerne le commerce international qui transite par la mer Rouge, qui va vers le canal de Suez, qui est une zone où transite 25% du commerce international. Vous avez énormément d'enjeux. Et la difficulté pour les acteurs majeurs aujourd'hui de trouver une solution durable, c'est que vous avez des acteurs locaux qui sont intraitables et qui ont un agenda qu'ils ne veulent pas mettre de côté. Et ça, c'est quelque chose qui pose véritablement problème. Et l'Afrique, malheureusement, à travers l'Union africaine, à travers d'autres dispositifs, jusqu'ici, n'a toujours pas réussi à, je dirais, enrayer le problème. Une dernière chose par rapport à la Somalie, vous avez dans le voisinage d'autres conflits qui couvent, puisque vous avez à moins de 2000 km ce qui se passe au Soudan. Vous avez eu récemment la crise liée au barrage de la Renaissance entre l'Égypte et l'Éthiopie. Vous avez eu en interne des problèmes en Éthiopie, on les connaît, avec le Tigré. C'est une situation qui est extrêmement compliquée, avec des imbrications compliquées, et vous avez aussi évidemment des crises qui génèrent d'autres crises et qui rendent la situation inextricable. De partout où vous nous suivez, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges en connexion entre Dakar au Sénégal et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, qui est le producteur associé du JT diplomatique, ainsi que spécialiste en diplomatie internationale. De retour sur ce plateau numérique, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis Dakar au Sénégal. Henri Désiré Nzouzi, l'Arabie Saoudite investit 91 milliards de dollars en Afrique. Quels secteurs bénéficieront de ces fonds et pourquoi ces fonds? Alors, l'Arabie Saoudite, il faut bien planter le décor. Donc, c'est historiquement l'un des plus gros, c'est pas le plus gros producteur mondial de pétrole. C'est une place centrale d'un point de vue géopolitique au Proche et Moyen-Orient. C'est aussi
et surtout, il faut bien le rappeler, un nouveau membre des BRICS, hein, qui a intégré cette organisation le 1er janvier 2024 aux côtés des Émirats arabes unis, de l'Iran, mais également de l'Égypte et de l'Éthiopie. Donc ce sont les nouveaux membres. Et vous avez une volonté de l'Arabie saoudite de prendre sa part dans le développement du continent en se positionnant en ordre utile parmi les puissances émergentes aux côtés de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de la Turquie. Quand vous regardez la hauteur du niveau d'engagement promis par l'Arabie saoudite, on est véritablement dans une échelle totalement différente. Il est vrai que dans un premier temps, il y aura des enveloppes de l'ordre de 25 à 40 milliards pour des projets d'infrastructures, mais également dans un certain nombre de secteurs porteurs d'avenir. Mais vous avez une volonté ferme des Saoudiens de pouvoir, eux aussi, participer à ce jeu, cet échiquier africain où s'entremêlent parfois des intérêts antagonistes et contradictoires pour y trouver tout simplement sa place. Et c'est de bonne guerre parce que aujourd'hui vous avez des acteurs globaux qui sont soit affaiblis par la persistance de certaines crises. On voit que l'engagement de la Russie en Ukraine ne lui a pas forcément porté chance. Aujourd'hui, vous avez une industrie de guerre, une économie de guerre qui s'est mise en place en Russie et qui paradoxalement a intérêt à se poursuivre parce qu'en cas d'accord dans la crise ukrainienne, eh bien, les Russes pourraient en payer le plus lourd tribut. Et donc, on voit très bien que lorsque vous avez des acteurs qui s'affaiblissent, vous en avez d'autres qui essaient de tirer profit de la situation pour avancer leurs pions et se positionner de façon utile pour justement, je dirais, se déployer à l'international. La mise en place d'un mécanisme de vérification à Goma entre la RDC et le Rwanda pourrait-elle vraiment garantir la paix dans la région des Grands Lacs? Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Malgré la mise en œuvre de ce mécanisme, il y a toujours les troupes rwandais, il y a toujours le M23 qui continue de sévir. Quelle lecture faites-vous, Henri-Désiré Nzouzi? Bon, d'abord, ce mécanisme conjoint de vérification ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter à 2022, lorsque la fameuse feuille de route de juillet 2022 a été mise en place, élaborée à Luanda. Il y avait une vraie, disons, volonté des différents acteurs de pouvoir aller dans le sens de sa mise en œuvre. Mais ce que l'on a vu dans les faits, c'est exactement ce qui se répète à l'envi sous nos yeux. Vous avez d'une part le Rwanda qui, en réalité, a tout intérêt à s'engager vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis de l'Union africaine, pour montrer sa volonté d'aller vers une solution négociée, mais tout en laissant au M23 une liberté opérationnelle totale pour violer des cessez-le-feu qui sont signés par le Rwanda et de dire par la suite qu'ils ne se sentent pas concernés ni liés par tel accord. La difficulté à l'heure actuelle, évidemment, c'est que, et c'est cela qui justifie la mise en place de ce mécanisme, c'est de pouvoir certifier, valider, confirmer les allégations de toutes les parties. Lorsque vous avez le gouvernement congolais qui, de manière tout à fait légitime, considère que le Rwanda n'a pas répondu favorablement ou n'a pas respecté la lettre et l'esprit de ses engagements, il faut une instance neutre qui puisse être en capacité de vérifier et de certifier cela. De la même manière, lorsque les Rwandais estiment que l'armée congolaise a avancé dans ses différentes positions, eh bien, c'est à cette structure de le faire. Mais lorsqu'il s'agit du M23, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là justement que réside toute l'ambiguïté de ce mécanisme, parce qu'il serait, me semble-t-il, hasardeux de se satisfaire de la mise en place d'un tel mécanisme dès lors que son efficacité, en fait, vis-à-vis de nos agresseurs, est totalement relative. Je peux signer un cessez-le-feu, mais je ne vais pas empêcher mes supplétifs, mes proxys, mes affidés de le violer. Et c'est un peu dans ce confort douillet que s'enferme le Rwanda depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est effectivement de s'engager fermement vers une résolution du conflit, mais tout en laissant au M23
le soin de continuer à manœuvrer en toute impunité. Et ça reste effectivement le fond du problème. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler du dîner d'affaires diplomatiques et économiques de Kinshasa, qui a marqué d'une très belle empreinte les grandes activités en revue novative du Congo. Comment expliquez-vous le succès de la première édition? Vous savez, l'idée sous-jacente de ce dîner était de pouvoir honorer les investisseurs nationaux, donc locaux et internationaux, qui par leur activité, par leur investissement, impactent de manière durable sur le développement de la RDC. Il fallait donc aller vers ces entreprises, vers ces communautés, vers ces entrepreneurs qui ont eu cet éclair de génie en s'engageant fermement sur cette voie, en créant une activité, en créant des écosystèmes qui aujourd'hui permettent à de nombreux Congolais non seulement d'en bénéficier et d'en profiter, et qui donne de la RDC une image de modernité, une image de développement. Et donc, il fallait identifier ces différents acteurs en étant évidemment juste dans l'examen de chaque candidat éligible à ces différents prix. Nous avons pris le pari de nominer dans plusieurs catégories différentes entreprises et de décerner un brevet d'investisseur modèle à ces différents nominés, histoire de leur montrer que nous leur sommes reconnaissants pour les efforts qu'ils ont consentis. Après cela, il y avait les trophées. Il y en a eu 17 qui ont été décernés. Et là, l'idée n'était pas nécessairement de décerner un trophée à la plus grosse entreprise, à la plus vieille entreprise. Ce que l'on a voulu justement récompenser, c'est à la fois l'innovation, l'audace, la créativité, et puis surtout la capacité de ces investisseurs à s'adapter à leur temps. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai succès. Nous avons décidé désormais tous les 2 ans de décerner ce prix, mais je peux vous assurer que nous risquons de devoir le décerner chaque année parce que le monde évolue à un rythme extraordinaire. En 6 mois, vous avez de nouveaux acteurs qui apparaissent. Ils peuvent bousculer, je dirais, les habitudes des consommateurs. Et il nous appartient d'être à la fois attentifs, mais aussi, je dirais, à l'affût de ces nouveautés qui ne peuvent faire que du bien à notre pays. Et un mot par rapport au networking. Est-ce que c'est le dîner d'affaires diplomatiques économiques est un grand format du networking? Alors, en tant que co-organisateur, j'avais souhaité que le networking puisse prendre toute sa part, ce qui a été le cas puisque avant la tenue même de ce dîner, j'ai organisé un networking auquel participaient certains des nominés. Je parle d'entreprises, d'entrepreneurs ou de structures. Et il était question pour moi, ce jour-là, avec Madame Berthe Chasserie, la co-organisatrice, de pouvoir expliquer notre motivation première à l'approche de ce rendez-vous important. Le jour de l'événement proprement dit, c'est-à-dire le vendredi 25 octobre dernier, ce que nous avons décidé de faire aussi, c'était d'organiser un business meeting avec 3 panels de discussion axés, vous l'aurez deviné, sur les financements, sur l'innovation et sur le développement, histoire de montrer que pendant que ce processus d'investissement se fait en interne avec des acteurs nationaux et internationaux, ceux qui aspirent à devenir des acteurs majeurs dans notre pays en termes d'opérateurs économiques, en termes d'investissement, pouvaient venir prendre toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'affiner leur stratégie. Est-ce que cette édition du dîner d'affaires, on le retrouvera peut-être en Belgique ou dans un autre coin du monde? Alors, l'idée, c'est de promouvoir les investissements en RDC en récompensant ceux qui ont pris le risque de le faire. Et quand je dis prendre le risque, je le dis de manière tout à fait noble, c'est-à-dire que investir n'est pas toujours chose aisée. Il y a toujours un processus. Il y a,
je dirais, une réflexion qui est faite, on essaye d'évaluer les risques, etc. Mais lorsque cela se fait, et lorsque l'accompagnement de l'État se fait sentir, on le voit à travers des initiatives comme le guichet unique, comme la zone économique spéciale, comme l'accompagnement des entrepreneurs, le fonds de garantie de l'entrepreneuriat, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo. Vous avez toute une série de dispositifs, je ne vous parle même pas de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, vous avez des dispositifs, des mécanismes qui sont mis à disposition par l'État pour précisément servir d'incitant aux investissements. Et si nous pouvons porter la bonne parole hors des frontières de la RDC, évidemment, nous n'hésiterons pas à le faire. Mais ce qui est important, c'est que la RDC redevienne attractive sur le plan économique et en termes d'investissement. Henri-Désiré Nzouzi, nous devons vous libérer. Nous savons que vous avez un agenda chargé au Sénégal, à Dakar. Encore une fois, pour ceux qui nous suivent, pourquoi vous vous retrouvez à Dakar, au Sénégal, à cet instant? Pour participer à la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, placée sous le signe de l'éveil, puisqu'il s'agit de nous intéresser aux différents défis auxquels font face les artistes africains, justice sociale, environnement, identité culturelle, et réconcilier à la fois le passé, le présent et l'avenir. Henri-Désiré Nzouzi, un grand merci de votre participation à ce magazine et nous vous souhaitons un bon séjour au Sénégal, à Dakar. Merci infiniment, merci. De partout où nous avez suivi, nous avons reçu pour vous Henri-Désiré Nzouzi dans le cadre du JT diplomatique. Nous avons décrypté l'actualité internationale avec une grande question, la réélection de Donald Trump. De partout où vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV et suivez-nous aussi sur toutes nos plateformes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.